Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Le nouveau numéro du Châtelaine est déjà disponible dans vos kiosques à journaux. C'est le numéro de novembre-décembre, comme vous pouvez vous l'imaginer. Vous avez peut-être déjà votre numéro ou peut-être pas. Moi, je vais vous inciter à vous l'offrir ou à l'acheter. J'ai avec moi Michel Méran, rédactrice mode et beauté de Châtelaine. Allô? Bonjour. Je pense que j'ai eu du mal à t'entendre tantôt. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Oui, très bien, merci. Et toi? Ça va bien. Alors, Châtelaine, il y a tellement de... J'ai lu ça hier, là, j'étais en train de capoter. Il y a tellement de choses intéressantes dedans. Mais aujourd'hui, avec toi, on va parler de mode et beauté. Tu vas nous livrer quelques astuces. Oui. Alors, dis-nous un peu, quelles sont les tendances pour ces fêtes? Alors, écoute, on a souvent le réflexe pour les fêtes de se tourner vers la fameuse petite robe noire. Ouais. Mais c'est sûr que ça reste un beau classique, mais il y a beaucoup de propositions intéressantes sur le marché. Alors, par exemple, cette année, il y a beaucoup de tailleurs pantalons en velours côtelé qui peuvent remplacer le fameux combo veste, smoking et jeans qu'on a tendance à faire. C'est un peu une recette passe-partout. Mais cette année, on peut y aller avec ce fameux tailleur pantalon. Et c'est Beyoncé, la chanteuse, qui a mis sur la carte. Hein? Oui, elle a mis une version rose bonbon dans une de ses vidéos. Puis on sait à quel point Beyoncé influence les tendances mode. Ben oui. Donc, c'est bien évident, on n'est pas obligé d'acheter une version rose, mais dans les magasins, on a des couleurs plus portables comme du vert foncé, du rouge, du marine, etc. Maintenant, si on tient absolument à porter une robe. Il y a un très beau choix dans les magasins. Il y a, entre autres, des modèles à imprimer fleuris. Mais je dois préciser, il faut que les fleurs soient sur un fond foncé. C'est ça qui est in cette année. C'est pas rempli de fleurs, parce que je pensais plutôt fleurs, je pensais automne, mais oui. ça sent beau quand même, oui, pour une soirée. Oui. Puis il y a un autre imprimé, Claude Andrea, qui est très fort, c'est le léopard. Alors, on l'a vu beaucoup cet automne et on va le retrouver dans tous les parties. Ça, c'est sûr. Puis, il y a beaucoup de robes en velours aussi. C'est plus discret que la paillette, là. Puis, on veut pas faire compétition avec l'arbre de Noël. Alors, c'est une belle option, la robe de velours. Alors, moi, je veux juste revenir au smoking parce que là, on va pas passer avec la couleur de Beyoncé comme le rose flash, là. Ouais. On va aller pour des couleurs un peu plus chaudes. Oui. Et ces couleurs-là, on va les porter en soirée ou ça serait juste pour un déjeuner pour le réveillon? Ou le réveillon, ou peut-être pour le déjeuner. Tu peux le porter, ton tailleur pantalon. Ce qui est bien, c'est que tu peux aussi le déstructurer, c'est-à-dire que tu peux juste porter la robe, la veste avec une belle jupe en satin, ou tu peux porter le pantalon avec un chemisier, si tu vois, dans un... Pas nécessairement un réveillon chic, mais tu sais, des fois, il y a des occasions un peu plus relaxes au chalet. Alors, tu peux mettre un beau col roulé avec un pantalon de velours, puis ça va vraiment ça va très bien passer. Et puis, aussi, tu peux porter, comme tu vois, Beyoncé, on disait rose, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de roses sur le marché pour les fêtes. Il y a du rouge, il y a du vert forêt, qui est une couleur vraiment très, très tendance. OK. Et là, on va parler maintenant de tendance maquillage parce que là, je pense que j'ai suivi les astuces que j'ai vues dans le livret. Alors, c'est quoi les tendances maquillage pour nos fards à joues, fards à paupières? OK. Alors, écoute, maquillage, si tu veux pas en faire trop, il existe pour les maquillages un peu plus soirées, il existe la version peu festive du fameux maquillage nude, naturel qu'on porte le jour. Alors, tu as juste à remplacer tes fards nude par des fards à paupières dans les tons de pêche ou de rose gold. C'est assez discret, mais ça reste vraiment festif. Ça fait vraiment un très beau look. Sinon, ce qui est très tendance aussi, tu as le trait de eyeliner épais que tu vas venir déposer
sur la paupière inférieure, le long des cils de la paupière inférieure. Astucieux et puis difficile à faire parce que j'ai essayé une fois, j'ai comme... Voilà, c'était pas très beau là. Il faut vraiment s'appliquer. Écoute, c'est vraiment, il y a tellement d'outils pour te faciliter la vie. Des tutos sur YouTube. Et puis tu as juste à prendre un crayon. Tu n'es pas obligé de prendre le pinceau. Là. Tu prends un crayon, avec une mine assez grasse, et puis tu vas réussir ton effet, c'est certain. Et puis, si tu es un petit peu plus audacieuse côté maquillage, je propose d'ajouter une touche de rouge au maquillage. Mais attention, là, on va pas mettre du rouge partout sur la paupière. On va y aller avec un mascara Bordeaux. C'est nouveau cette année, c'est très le fun comme couleur. C'est L'Oréal Paris qui a lancé cette couleur. C'est très, très beau. Ça fait différent du noir ou du brun qu'on est habitué de voir. Super. Sinon, oui. Oui, tu peux mettre aussi une petite ligne de eyeliner rouge, mais... Il nous reste quelques secondes. Moi, je vais inviter... Merci beaucoup, Michel. Alors, avec plaisir et joyeux. Alors, moi, j'invite tout le monde à prendre votre revue. Il y aura plein d'astuces ici qui pourront vraiment vous tenir au chaud et puis vous serez tout en beauté. On prend une toute petite pause. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je rencontre Chantal Binet, qui est présidente de Chantal Binet Leadership d'Impact et qui nous parlera de son combat et de sa guérison. De Lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Mayra Martin, bonjour. Bonjour. Puis vous êtes la directrice générale de l'AOCVF. Oui. Est-ce que, parce que je sais que l'acronyme il est assez lent, est-ce qu'on pourrait dire ce que c'est? Oui, bien sûr, c'est Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Et puis, où est-ce que ça vient, toute cette action-là? Ça vient de loin, hein? Oui, alors en fait, on a été créé il y a 30 ans, en 1988. Et en fait, on est un regroupement de maisons d'hébergement pour femmes violentées, de CALAX, de centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, et de programmes en violence faite aux femmes, qui offrent des services en français aux femmes francophones partout en Ontario. Et puis là, je veux juste savoir, quand on parle de violence, on ne parle pas seulement de violence physique, hein? Non, alors normalement, quand on parle de violence faite aux femmes, on englobe la violence conjugale, donc la violence entre partenaires intimes, dans une relation intime. Et donc là, la violence conjugale comprend différentes formes de violence. Donc la plus connue, c'est la violence physique. Mais au sein d'un couple, c'est pas toujours la violence qui est la plus fréquente. La violence conjugale commence toujours par de la violence psychologique. Et c'est la violence psychologique qui explique pourquoi certaines femmes peuvent mettre parfois des années à quitter un conjoint violent. Donc c'est vraiment toute l'emprise, tout le contrôle, toute la manipulation qui a lieu dans le couple. Donc il y a d'un côté la violence donc, dans une relation intime, et puis on parle aussi de violence à caractère sexuel. Donc ça englobe... Même entre conjoints? Oui, alors oui, ça peut être dans le couple, mais aussi pas dans le couple. Donc ça peut... Encore une fois, là, on a un peu tendance à imaginer
est un viol qui est commis par un inconnu, par un inconnu, c'est un peu l'image, le stéréotype qu'on a. Mais vous avez raison, ça peut arriver dans le couple. Ça peut arriver aussi ce qu'on appelle en anglais le date rape, donc lors d'une rencontre, exactement. Ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être par un ami sur le campus universitaire, etc. Et généralement, on va se limiter au viol, mais la violence à caractère sexuel est beaucoup plus large que ça. Ça comprend donc toutes les agressions sexuelles, donc ça va de tout geste à caractère sexuel. Oui, qui est un peu... c'est ça, donc, et puis on englobe aussi le harcèlement sexuel dedans, on englobe aussi l'exploitation sexuelle. Donc la violence faite aux femmes, c'est extrêmement large et ça concerne malheureusement beaucoup de femmes et de jeunes filles encore aujourd'hui au Canada et en Ontario. Et puis vous avez parlé tout à l'heure de, de violences psychologiques qui découlent maintenant de la violence physique. Puis moi, j'aimerais juste savoir comment vous faites pour aller chercher ces dames-là, comment vous les aidez à s'ouvrir, parce que c'est souvent difficile d'en parler. Oui, la violence faite aux femmes, il y a énormément de mythes et de stéréotypes autour, à la fois dans la violence conjugale et la violence à caractère sexuel. Et en fait, nous, on travaille énormément à la fois à Action d'Ariane et puis avec les organismes locaux pour faire de la prévention. Et on fait de la prévention auprès des personnes de l'entourage, auprès du public en général, pour expliquer ce que c'est et pour démystifier qu'est-ce que la violence faite aux femmes. Mais évidemment, on parle aussi aux femmes qui en sont victimes, mais qui ne le savent pas forcément, parce qu'elles aussi sont imprégnées par tous les mythes et les stéréotypes, et elles ne réalisent pas toujours qu'elles sont victimes de violences. Donc, par exemple, une femme qui est victime de violences conjugales, si, entre guillemets, elle n'est que victime, et je mets beaucoup de guillemets, de violences psychologiques, si par exemple elle n'a jamais eu de violence physique, si elle n'a jamais été frappée, etc., elle ne se rendra peut-être pas compte qu'elle est victime de violences conjugales. Ça, c'est clair. Parce que, voilà, pour beaucoup de gens, la violence conjugale égale violence physique. Mais il faut savoir, la violence physique, encore une fois, arrive assez rarement, et en tout cas, elle arrive toujours après la violence psychologique. Et puis là, quand vous avez parlé de mythes et puis de stéréotypes, ça me fait penser un peu à certains peuples de chez moi, comme quand tu es en couple avec quelqu'un qui peut-être te bat, ou peut-être que tu vas parler à ta mère ou à quelqu'un de ton entourage qui va dire « Ok, voilà ce qui se passe dans mon foyer ». Ils vont te dire « Mais non, tu dois rester parce que c'est une honte pour la famille de divorcer, parce que c'est une honte pour tout le monde, il faut que tu restes forte et tout ». Il y a plein de stéréotypes qui font que les femmes restent dans des relations souvent toxiques. Oui. Exactement. Je vais juste revenir sur ce que vous avez dit, parce que donc vous avez parlé de votre continent d'origine ou de votre pays d'origine. C'est vrai, mais c'est également vrai au Canada. Chez des personnes qui sont nées au Canada, il y a encore énormément, quand on parle de violence faite aux femmes, il y a encore beaucoup de... Les premières réactions des personnes de l'entourage, c'est de ne pas forcément croire ou de ne pas forcément voir ce qui se passe et d'avoir une tendance à minimiser. Parce que, notamment, c'est ça, quand on est dans la violence conjugale, on va essayer de questionner, on va essayer de dire, est-ce que c'est pas simplement une chincade de couple? Oui, c'est ça. C'est juste, il passe une mauvaise phase, etc. C'est assez difficile de se rendre compte aussi de l'extérieur de la dynamique de couple, surtout qu'un conjoint violent est généralement très bon manipulateur. C'est ce que j'allais dire, les pervers narcissiques dans le fond, comme on pourrait les appeler. Oui, alors on en a, mais même en règle générale, sans tomber dans un diagnostic, en général, les hommes qui vont être violents vont avoir une personnalité autre directement avec la conjointe et en dehors. Donc ça peut être parfois un peu difficile de croire que la personne qu'on côtoie au travail ou dans les relations amicales, dans la famille, peut être une personne violente. Surtout quand, encore une fois, ça vient de la violence psychologique et qui vient beaucoup, c'est beaucoup de rabaisser la personne, faire beaucoup perdre l'estime de soi, faire aussi passer la personne pour folle. Il y a beaucoup de femmes qui nous disent après, quand elles s'en sortent, viennent nous dire en disant je croyais vraiment je devenais folle parce que personne ne veut te croire et puis du coup tu te dis que peut-être toi-même t'exagères en fait parce que personne ne te croit et puis l'image comme on a dit de la personne violente là c'est pas la même image qu'elle montre dehors
Donc, on peut ne pas te croire. C'est ça, on peut ne pas croire. Et puis souvent aussi, le conjoint violent va manipuler et va retourner la violence contre sa conjointe. Donc, soit il va la culpabiliser en disant « si tu n'étais pas comme ça, je ne serais pas comme ça ». Et il y a aussi toute la chose de dire « non, non, mais moi, j'ai pas fait ça, tu exagères ou simplement tu es folle ». Donc, clairement, il y a beaucoup de femmes qui ont cette impression de ne rien valoir, elles ne seraient jamais capables de retrouver quelqu'un d'autre, qu'elles ne sont pas capables de travailler, de bien tenir la maison, etc. Voilà, que finalement, elles n'ont plus du tout d'estime d'elles-mêmes et elles perdent toute confiance. Et puis ça, c'est un travail de fond parce que c'est pas juste le parler, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein? Oui, alors par contre, les personnes de l'entourage ont un grand rôle à jouer. Déjà, la première chose, c'est comprendre la dynamique de la violence conjugale dans ce cas-ci. Et puis vraiment d'essayer de parler à la personne parce qu'on peut quand même remarquer des choses. On peut quand même voir, on peut quand même voir soit un changement de comportement. La personne devient de plus en plus renfermée, de plus en plus isolée. C'est aussi une des techniques assez utilisées, assez fréquentes, où le conjoint violent va vouloir isoler la personne pour plus la contrôler et la manipuler. Donc, on peut déjà voir, si on voit que la personne on la voit moins souvent, elle est moins impliquée. Si on voit aussi un changement un peu d'attitude au niveau du travail, si on voit un peu une baisse de rendement, une baisse d'attention, etc. Il y a plusieurs petits indices comme ça. Donc, ça ne veut pas forcément dire que la personne est victime de violence conjugale. Oui, mais c'est des trucs à observer. Voilà. Et puis, ça peut permettre simplement d'ouvrir un peu la porte et puis de commencer un dialogue. Après, il faut s'attendre peut-être à ce que la personne ne réagisse pas forcément très bien ou en tout cas minimise ce qui arrive. Mais c'est aussi, il faut savoir que c'est un processus normal. Ça prend beaucoup de temps pour une femme victime de violence conjugale de réaliser ce qu'elle vit et d'être capable de mettre fin à la relation. Il y a énormément de choses annexes qui peuvent l'empêcher de mettre fin à une relation. La première chose, souvent, ça peut être les enfants. Et puis, quand les enfants sont impliqués. Et puis, très souvent aussi, c'est une question économique. On s'entend que vivre seul, ça peut coûter cher. Et puis, quand on n'a pas forcément les moyens, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte de retenir une femme. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas forte, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente, ça ne veut pas dire qu'elle cherche, la situation, etc. C'est simplement qu'elle se retrouve dans une position difficile et ça peut être compliqué pour elle de faire le premier pas. Mais au moins lui parler et l'accompagner, lui montrer qu'on est toujours là et puis en même temps ça peut l'aider à voir la lumière quelque part. Exactement. Hein. Et puis on peut aussi compenser le fait que son conjoint va du coup la rabaisser. Nous, on peut travailler à relever son estime d'elle-même. C'est aussi un travail comme ça qu'on peut faire. Et là, on a beaucoup parlé de violence conjugale, mais pour la violence à caractère sexuel, ce qui est aussi extrêmement important, c'est de savoir que les victimes vont mettre parfois beaucoup de temps avant d'en parler. Et souvent, les premières personnes à qui elles vont en parler, à cause de la honte principalement, et la première personne à qui elles vont en parler, souvent, c'est une personne de leur entourage. Là, ce qu'il faut essayer aussi de faire, c'est de croire, d'écouter et de soutenir. C'est les premières choses qu'on demande, c'est vraiment, c'est extrêmement simple à faire. Encore une fois, à la fois pour la violence conjugale ou la violence à caractère sexuel, on ne demande pas aux personnes de l'entourage de devenir des Superman ou des Superwoman. C'est pas le but, c'est simplement d'être là et d'accompagner. Il y a énormément de ressources dans les communautés et même pour les femmes francophones partout en Ontario pour vraiment les aider à sortir d'une relation ou avoir un processus de guérison entre guillemets. Mais c'est extrêmement important pour les personnes de l'entourage d'être là pour accompagner et pour soutenir. Donc pour une femme qui est victime de violences à caractère sexuel, le plus important, ça ne va pas être de minimiser. D'accord. Et de croire, d'écouter, sans non plus vouloir connaître tous les détails, c'est pas le but, mais simplement laisser encore une fois la porte ouverte, et puis avoir simplement des paroles réconfortantes et de compassion, et puis ensuite aider la femme à trouver les ressources si elle en a besoin. Super. Depuis dimanche 25, je pense qu'on est plein dans la semaine de la lutte contre la violence faite aux femmes. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour ça?
Quel genre de sensibilisation? Oui, alors nous, on ne fait pas de service direct à Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. On est un organisme parapluie. Par contre, on fait beaucoup de sensibilisation. Et en fait, on a 2 campagnes de sensibilisation. Une sur la violence conjugale, qui s'appelle Voisins, amis et famille. Et on l'a complètement renouvelée cette année. Et pour mettre plus l'accent sur la violence psychologique. Donc, vous pouvez aller voir sur les sites Internet. Il y a beaucoup d'informations qui vont vous aider aussi à comprendre qu'est-ce que c'est que la violence conjugale. Et puis, parallèlement, on a une campagne qui s'appelle Traçons les limites, qui est une campagne de sensibilisation sur les agressions à caractère sexuel, sur la violence à caractère sexuel. Et là, on démystifie tout le continuum de la violence et on met les personnes face à des scénarios, des situations pour savoir comment ces personnes-là pourraient réagir. Merci beaucoup pour toute cette belle action parce que ça va de loin, ça c'est une grande lutte. Alors moi, je vous invite vivement à visiter le site web de ce dont on vient de parler, donc l'AOCVF. Et puis, vous pouvez aussi les contacter là-bas si vous pensez que vous avez des soucis. Vous pouvez aussi les contacter. Je suis sûre que c'est anonyme, donc vous inquiétez pas et puis vous allez avoir de l'aide si vous en avez besoin. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de francophonie. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres ils pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vaut de monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des 2 mains. C'est tellement important. En souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'enfer. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté et que ça sent. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Valérie Bourque de l'ACFO. Et puis là, on va parler de francophonie, des franco-ontariens. Et puis, on a été quelque peu malmenés ces temps-ci. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a le 15 novembre dernier, Rob Ford a annoncé en fait qu'il allait abolir le poste du commissariat aux langues françaises, qui en fait, il est un peu revenu sur sa décision, mais c'est pas très clair. Puis, il a aussi mis un terme au projet de l'Université d'Ontario français. Jusqu'à hier, c'était encore ambigu. Hein? Oui, c'est ça, c'est pas super clair. Pour ce qui est de l'université non plus, il a comme un peu changé d'idée, mais on sait plus trop ce qui se passe en fait. Là. Mais ouais, donc c'est 2 choses vraiment grosses et importantes qui se sont passées dans les dernières semaines qui ont un gros impact en fait sur les franco-ontariens. Et puis là, on va parler d'une manifestation que vous faites pour pouvoir vous faire entendre aussi. Hein? Exactement. Donc ce samedi, le 1er décembre à 13h, il va y avoir une quarantaine de manifestations à travers la province. Wow. Oui. Dans la région d'Ottawa, il y en a 4. La plus grosse, c'est sur Elgin, devant le monument. C'est un mouvement qui se lève, hein? Oui, ça va être quand même assez gros. Puis, c'est ça, la plus grosse dans la région d'Ottawa va être sur Elgin, devant le monument des droits humains. Ensuite, on va avoir une à Maryvale, à Nepean et à Kanata. Puis c'est là, les 3 autres, on attend environ une 50aine de personnes, probablement. Celle-là sur Elgin, jusqu'à maintenant, il y a plus de 1700 personnes qui se sont inscrites sur Facebook. Donc, c'est probablement un chiffre
comme ça environ qu'on attend. Donc, c'est moi, ça m'émerveille parce que je suis d'origine francophone, on parle du français chez moi, mais de voir comment il y a un tel engouement ici pour relever ce défi-là, moi, c'est une belle lutte et puis moi, je salue ça, sérieusement. Oui, mais c'est ça, les Franco-Ontariens, c'est pas la première fois qu'on doit se battre non plus. Mais oui, c'est ça que j'ai vu. D'autres choses dans la loi 8, le règlement 17, le Montfort, ce sont tous des choses... faut lutter pour se faire entendre, en fait. Exact. Oui, donc c'est pas la première fois qu'on doit se battre, puis on va se faire entendre. Oui, exactement. Donc, samedi 1er décembre à 13h sur la rue Elgin. Exact. Et puis, qu'est-ce qui va se passer de la manifestation? On va parler, lancer des messages? Bien, en fait, c'est encore un peu en organisation. On essaie de trouver des gens qui vont pouvoir venir faire des discours. Oui. Un peu de musique aussi, parce qu'il va pas faire très chaud, je pense. Donc, on va essayer de réchauffer les gens. On marche pas non plus, on est juste devant, donc c'est pas une marche, donc c'est encore plus difficile quand il fait un peu plus froid. Donc, c'est ça, on va essayer d'avoir des discours, de la musique, puis de se faire entendre. OK, d'accord. Alors, qu'est-ce que nous, on doit amener? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, qui voulons participer à la marche? Oui, en fait, on peut aller s'inscrire aussi pour participer à une des manifestations. On va vous envoyer un courriel. Oui, il y a Facebook, il y a un site web également, la FO. Sur le site de la FO, ils ont créé ce qu'on appelle la résistance. D'accord. Puis on peut aller s'inscrire là à une manifestation. Si on peut pas assister à une manifestation, on peut faire un don, on peut envoyer une lettre, peu importe ce qu'on veut faire aussi pour aider, surtout pour les gens qui sont à l'extérieur de la province. Mais pour les manifestations, c'est ça, pour se préparer, on peut, comme je dis, s'inscrire. On peut aller dans une de nos ACFO. Acheter un drapeau. Par exemple, nous, ici à Ottawa, on en vend depuis que c'est parti. On en a vendu beaucoup. Les gens sont vraiment... sont prêts. Puis, donc, on peut acheter un drapeau. Ou avec Anteka aussi, ils ont créé des T-shirts que les gens peuvent acheter également. Donc, ça, ils peuvent se procurer ça aussi. Donc, samedi 1er décembre. Merci beaucoup, Valérie. Pas de problème. Alors, je vous invite à prendre vos drapeaux blancs et verts, vos T-shirts si vous en avez blancs et verts, et à les rencontrer là-bas à l'ACFO sur la rue Elgin pour la marche de... en tout cas, pour valoriser les droits des Franco-Ontariens. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on dit toujours que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. On en parle tout de suite après. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Marie-Anne Saucier, gestionnaire senior à la petite enfance au CEPO. Puis avec vous, on va parler de la carrière éducative. C'est bien ça? Oui, l'éducation à la petite enfance. De l'éducation à la petite enfance. Quand on parle de petite enfance, de qui est-ce qu'on parle? La tranche d'âge? Au CPO, on parle de la naissance à 12 ans. De la naissance? Oui. OK, ça part de loin.
Oui, dès l'arrivée. Dès l'arrivée. Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est des trucs qui vous touchent, on va dire, des actions qui vous touchent, que vous signalez. Je cherche le mot. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur au CEPO, comme l'accompagnement de la petite enfance. C'est très important pour nous. C'est une pierre d'assise à l'apprentissage pour l'enfant. Les recherches ont démontré clairement que tout ce qui se passe là, entre la naissance et 6 ans a un impact durable sur le développement de l'enfant et sur la réussite de sa vie. Donc, ce qu'on investit en petite enfance rapporte pour le restant de la vie. Super. Et qu'est-ce que vous investissez? Bien, chez nous, on a plusieurs activités. On a dans presque toutes nos écoles élémentaires des services de garde pour les enfants, certains de partir de la naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, selon les capacités de l'édifice à les accueillir. Mais aujourd'hui, on espérait vous parler de 2 initiatives particulières. Je vais vous entretenir au sujet du cadre éducatif préscolaire que le CPO a développé pour ces programmes préscolaires, donc pour les enfants de 2 ans et demi à 3 ans 8 mois dans les services de garde. Et aussi, ma collègue Akima Bouchniata, qui est agente à la petite enfance, vous entretiendra au sujet des communautés d'apprentissage communautaire. Super. Donc aujourd'hui, on va parler de ce dont vous venez de nous parler. Vous, précisément, comment est-ce que vous organisez tout ça, tout ce travail? Alors, initialement, le cadre éducatif préscolaire a été développé pour répondre à un besoin qu'on a identifié. Ça fait pas tellement longtemps qu'on se côtoie vraiment de façon collaborative, les services de garde ou la petite enfance et le milieu scolaire. Depuis l'arrivée du programme de la maternelle et du jardin d'enfants. Mais c'est un tremplin, hein, parce que oui, c'est un continuum important. On s'est aperçu qu'on ne parlait pas tout à fait le même langage. Donc, par exemple, en petite enfance, en service de garde, on a tendance à programmer nos activités sur des objectifs d'apprentissage des enfants, tandis qu'au milieu maternelle-jardin, on planifie des environnements et des activités selon des attentes et des contenus. On dit la même chose, mais de façons différentes, parce que c'est ce que j'allais dire. On n'arrivait pas à s'entendre, on n'arrivait pas à se comprendre. Donc, le cadre éducatif préscolaire cherche à créer cette compréhension-là pour encourager une communication, une collaboration. Et puis une bonne continuité de tout ça. Tout à fait. Le continuum d'apprentissage entre les préscolaires et le jardin d'enfants, ou la maternelle et le jardin d'enfants. Dans le document qu'on a, le cadre éducatif préscolaire a plusieurs documents, nos tableaux qui sont basés sur 5 domaines du développement de l'enfant, mais en parallèle des informations qui prélèvent des documents qui sont spécifiques à la petite enfance et celui de la maternelle et du jardin d'enfants. Donc, on s'est inspiré de la pédagogie pour la petite enfance de l'Ontario, un document qui s'appelle « Le comment apprend-on ». Et un autre document qui a été développé en 2008 et renouvelé en 2014 qui s'appelle l'apprentissage des jeunes enfants à la portée de tous dès aujourd'hui. C'est très long. Donc, nous, on l'appelle l'AGEPTA. Et l'AGEPTA, c'est un document qui définit les stages de développement des enfants de la naissance à 8 ans. Ça, c'est du côté du préscolaire? Du côté du préscolaire, c'est ça. Donc, ce document-là parle surtout du développement de l'enfant et des... C'est quoi comme... Qu'est-ce qu'on veut faire développer chez l'enfant? Quelles sont les aptitudes qu'on aimerait avoir? Alors, juste son développement qui est tout à fait naturel chez l'enfant passe à travers différents stages. Par exemple, le langage? Oui, le langage, la communication, son développement affectif, sa capacité de collaborer peut-être avec ses petits amis. Mais aussi de pouvoir se lier d'affection envers quelqu'un. Donc, son attachement aux personnes les plus importantes, ses parents, pour commencer. Après ça, la capacité d'explorer son environnement, donc de chez lui à sa communauté, à son service de garde, à son école. On regarde aussi au développement physique de l'enfant, sa capacité de bouger, sa capacité de se sentir confortable dans son environnement, de manipuler les choses, donc le gros moteur, le petit moteur. Donc, tous ces domaines de développement-là, on a voulu le mettre en parallèle avec les meilleurs ou les approches les plus
qui ont démontré le plus grand avantage. Oui. Donc, face à certains développements, comment moi, en tant qu'intervenant petit enfant, je peux agir pour permettre à l'enfant un développement sain et continu, pour le soutenir dans ses apprentissages, pour le reconnaître aussi dans ce qu'il est, ce qui l'intéresse. Et ce qui va peut-être, parce que là, on fait une projection de quel être et l'enfant est le meilleur acteur, la meilleure personne pour nous dire où il veut aller. Donc, c'est lui le chef de file de son apprentissage. Ça demande beaucoup d'observation. Ça prend de l'observation. Ça prend aussi une compréhension du développement. Wow. Donc, tout ça, nos documents qu'on a développés dans le cadre éducatif préscolaire nous permettent de voir à la fois le développement par stage, les interactions qui favorisent le développement vers le prochain échelon du stage et comment c'est tout lié vers les objectifs et les contenus du programme de la maternelle et du jardin d'enfants. On cherche à créer sur papier un continuum qui permet aux gens de mieux communiquer entre eux, puis qui nous aide aussi, si mon enfant a si l'enfant avec qui j'ai des relations a des défis à un certain moment dans son développement. Donc, ça implique les parents, hein? Oui, les parents aussi peuvent s'en servir. D'ailleurs, on a créé un site web public qui permet aux gens d'aller fouiller dans le document. Donc, oui, l'intervenant peut voir, OK, je pense que mon petit devant moi, là, il y a peut-être des défis au niveau de ses relations avec ses pairs. Alors, le document permettrait de voir, bien, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour l'aider à progresser vers la prochaine étape. Oui, c'est vraiment très beau. Donc, tout ce dont vous avez parlé, on peut le retrouver sur le site web, toutes ces informations. Oui, on a un site web spécifique. C'est le cadre éducatif.cpo.on.ca. Il y a aussi sur ce site web-là, non seulement les 5 tableaux, mais on a aussi il nous reste juste quelques secondes. Oui, 4 documents qui ont des stratégies spécifiques à l'aménagement linguistique, à favoriser les transitions. Pour les enfants, il y a des besoins particuliers aussi, qui ont des défis particuliers. Donc, merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Alors, vous avez vu qu'il y a plein d'activités qui se passent pour vos tout-petits, pour le développement de vos tout-petits au CEPO. On prend une toute petite pause et juste après, on parle maintenant de communauté d'apprentissage. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Tu t'es blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. On reste poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Au quotidien, je perçois ce que tu deviens. Pas besoin d'être magicien, tu as mal quand tu souris. Oui, ton silence me le dit que je viens à ton soutien. Comme ami, tu le peux bien. Peut-être que je n'y peux rien. Je fais mine de rien, parle de tout et de rien. Pour ne pas que tu me dises encore une fois que ce n'est rien. Simplement que tu vas bien sur ton visage, je l'ai lu. N'ai rien dit quand je l'ai vu et faire semblant, je n'en peux plus. J'ai déjà essayé d'être malheureux mais fort. Malheureux, 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 malheureux. En vérité, j'étais fort. J'étais fort, 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 j'étais fort. Si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore. Je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Tu n'as sûrement pas dû le faire exprès, de les laisser. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours en train de parler de développement de l'enfant, du niveau du CEPO. Et j'ai avec moi Akima Bouchenyata, j'espère que je le dis bien. Oui, et vous êtes agent de projet. Avec vous, on va parler d'un projet assez spécial. J'avais dit CAC la première fois, mais c'est le CAC que ça s'appelle. Qu'est-ce que c'est que le CAC? Donc, les CAC, c'est Communauté d'apprentissage communautaire. Ce sont
des communautés apprentissage communautaire. Okay. Ce sont si on peut dire, des ateliers qu'on offre aux parents. Donc, le conseil est très conscient que le parent est le premier éducateur de son enfant. Puis, on voulait appuyer les parents. Puis, on voulait qu'ils prennent en charge l'accompagnement et l'apprentissage de son enfant. C'est d'où est venu le CAC. Le CAC. Donc, avant, il y avait d'autres programmes pour la préparation à l'école, mais avec l'arrivée du CAC, avant, on avait un programme pour les maternelles jardins qu'on appelait le PAGE, mais en 2016, le ministère a créé un nouveau programme d'apprentissage pour programme de maternelle et de jardin d'enfants. D'accord. Donc, à partir de là, le conseil voulait assurer un continuum, un arrimage avec le programme de maternelle jardin et les programmes qui préparent les enfants à l'école. Il y avait aussi un souci il y avait un virage, au lieu que ce soit la préparation à l'école, on a plutôt adopté la préparation à l'apprentissage. Donc, d'où est venu l'intérêt de chercher de nouvelles initiatives. Tout à fait. Les parents et tout. Pour accompagner les parents, pour préparer l'enfant à l'apprentissage. C'est pour ça que le conseil a fait un appel d'offres. Wow. Donc, on est allé, on voulait savoir qu'est-ce qu'il dit la recherche par rapport aux façons d'accompagner les parents pour qu'eux-mêmes appuient l'enfant pour son entrée à l'école. Qu'est-ce que ça disait, la recherche? Donc, les recherches ont dit que la meilleure façon d'appuyer l'enfant, c'est d'appuyer son parent, parce que c'est le premier responsable de son enfant. Ça disait aussi que si on appuie le bien-être, les sentiments et les émotions des enfants, si on appuie aussi les connaissances, les habiletés langagières et les habiletés cognitives, c'est un tremplin qui va aider l'enfant dans son intégration à l'école. Donc, vous ne faites pas seulement aider les enfants, comme on a parlé tout à l'heure avec votre collègue, dans la préparation pour la garderie, le préscolaire. Vous accompagnez aussi les parents. Et vous aussi, avec le CAC, ça commence depuis la garderie, les parents à la garderie ou... Donc, c'est ça. Donc, comme le conseil, il voit la petite enfance comme vraiment... c'est un créneau d'excellence pour le CPO. Donc, en plus d'appuyer, d'accompagner les gens sur les terrains, nos éducateurs, nos professionnels de la petite enfance, on appuie aussi les parents dans leur façon d'être un bon parent pour les enfants. Donc, ces CAC, ce sont des ateliers qui s'offrent soit le soir ou les fins de semaine. Dans l'une des écoles du CPO? Oui, tout à fait. Donc, dépendamment des besoins des écoles, la direction fait une demande. On a aussi un site web pour les CAC qui s'appelle cac.copo.on.ca. On fait la demande. Dépendamment des sujets. On a des sujets sur l'autorégulation, on a le sujet l'apprentissage par le jeu, les mathématiques pour les tout-petits, comment appuyer mon enfant dans une école de langue française, l'engagement parental. On a une panoplie de sujets. Une fois, la direction d'école va sonder la communauté, les parents. Et c'est de là que sortent les sujets. C'est ça. Donc, une fois, on envoie un sondage aux parents. Par rapport aux réponses, la direction va choisir un sujet. D'accord. Puis, il nous envoie la demande. Puis après ça, nous, on offre ces ateliers-là. Puis, on a des facilitatrices. C'est qui celle-là? Puis, le nom le dit vraiment. Une facilitatrice, c'est une personne qui facilite la soirée. Elle est là comme un guide. Elle est pas là pour enseigner, mais on croit fortement aux capacités des parents, puis qu'ils ont déjà des connaissances. Oui, la soirée, on rajoute la recherche. Qu'est-ce que ça dit, la recherche? Dépendamment d'un sujet, admettons l'autorégulation. C'est quoi l'autorégulation? Les professionnels, les psychologues, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ce sujet? Mais
on pose des questions de réflexion, on va aller puiser dans les connaissances pour voir des un peu parents. comment les parents réagissent face à ça. C'est ça, puis construisent, ils ont déjà des connaissances, mais ils vont développer de nouvelles connaissances à partir du partage, parce que là, on partage avec d'autres parents. Oui. Des fois, on vit des problématiques, puis on est content de savoir qu'on n'est pas les seuls qui vivent ça. Oui, ça devient comme même... un soulagement. C'est ça, c'est tout à fait un soulagement. Puis le parent se sent aussi... il construit son réseo parce que là, il peut avoir des rencontres avec d'autres parents, avec des professionnels. C'est bon aussi pour des nouveaux arrivants, par exemple, oui. On offre beaucoup pour nos nouveaux arrivants en partenariat avec des cafés communautés que le conseil offre. Donc, comme vous dites, que le parent ne se sente pas isolé, mais que le conseil est là. Coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers. Esprit zen, pas de peine, j'aime aucun problème. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, combat en voyage, ce soir, le vent t'emporter. Car des zones, tenez qu'on vous refait. Tenez ces zones, good times, hey. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis maintenant avec M. Baratium du Centre des services communautaires Vanier. Et avec vous, on va parler du Déjeuner des flocons, de la 13e édition du Déjeuner des flocons. Déjà, juste pour commencer, au centre, je vais bien le dire, au Centre des services communautaires Vanier, qu'est-ce que vous faites là-bas? Ben, c'est un centre multiservice. Donc, on a des services juridiques qui vont aider les gens à faible revenu de l'Est d'Ottawa qui ont des problèmes juridiques au niveau social tels que l'immigration, maintien du revenu, donc, et aussi tout ce qui est en lien pour le logement aussi. S'ils ont des problèmes de logement aussi, c'est aussi ces choses-là qui vont aider. On a aussi le secteur emploi, donc avec Emploi Ontario qui aide les gens au niveau de la recherche d'emploi, les CV, etc. Et avec ce service-là, on a une entreprise sociale qui s'appelle Gourmet Express. Gourmet Express. Oui, Gourmet Express, c'est un traiteur, c'est un service de traiteur. Ben, ça aide aussi les gens qui ont des difficultés pour percer le marché de l'emploi dans le domaine de l'alimentation, donc de la restauration, proprement dite, à acquérir cette expérience-là pour pouvoir avoir un travail. Donc, ça fait partie aussi du service. Mais on a aussi le secteur famille. Le secteur famille, ça regroupe vraiment de 0 jusqu'à 18 ans. On a le premier carrefour de pédiatrie sociale en Ontario, donc qui aide les enfants à bien cheminer, à bien réussir dans la vie aussi. Il y a le dernier secteur qui est le secteur d'où moi j'exerce, c'est le secteur counseling et développement communautaire. Donc dans le service counseling, on a le counseling de première ligne, donc à court terme, on a des intervenants qui font ce travail-là. On a aussi le service d'établissement qui aide les gens nouvellement arrivés à bien s'établir dans la région. Donc, c'est un de nos services aussi. Moi, je m'occupe du développement communautaire, donc appuyer les groupes dans notre communauté à Vanier et aussi faire l'advocacy des droits pour les résidents. Donc, ce secteur-là regroupe aussi la banque alimentaire, le pourquoi je suis aussi ici pour le déjeuner flocon de neige. Donc, ça, c'est vraiment votre exactement. Domaine, donc, la banque alimentaire de Vanier fait partie de notre secteur, donc qui aide aussi les gens qui ont besoin de nourriture. Donc, c'est un dépannage sur 3 jours, donc on leur donne ce service-là aussi. Super. Alors là, je disais tantôt, on est à la 13e édition. Donc, vous êtes là depuis la première édition? Oui, je suis un vétéran, comme on dirait. Oui, c'est vraiment une cause qui me tient beaucoup à cœur. Le déjeuner flocon de neige, c'est vraiment une activité de levée de fonds pour venir en aide à la banque alimentaire Partage Vanier. Donc, Partage Vanier reçoit quand même de la Banque centrale d'Ottawa tous les mercredis de la nourriture, mais comme vous le savez, des fois on manque on manque certains éléments au niveau de la nourriture, donc cette levée de fonds nous permet de payer comme par exemple les œufs, le lait, la viande, les fruits et légumes. Donc comme vous savez, l'hiver ça coûte plus cher les fruits et légumes, alors donc cette levée de fonds, ça nous permet d'appuyer fortement la banque alimentaire. Ok, c'est une levée de fonds, comme vous avez dit, c'est vrai, on récolte des fonds, mais on récolte aussi des
ça s'appelle des affaires, de la nourriture. Exact. Okay. Ben, on collecte, durant cet événement-là, c'est vraiment, on a des partenaires qui, depuis le début, nous soutiennent, mais il y en a d'autres aussi qui ont embarqué dans le train de générosité, qui est le déjeuner flocon de neige. Notre objectif cette année, c'est d'amasser à 45 000 pour la banque alimentaire, partage Vanier. Et vraiment, les gens, quand ils achètent des billets ou bien qu'ils font un don, ça nous permet d'atteindre cet objectif-là. Et puis, l'année passée, c'était quoi l'objectif? C'était 45 000. Donc, ça a été atteint? Ça a été atteint l'année dernière. On espère aussi cette année, avec la générosité des résidents de Vanier et d'Ottawa-Vanier en général. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est un événement racial. Sur les ondes de TV Rogers. On a le sentiment d'appartenir à un groupe à la grandeur de l'Ontario. Être franco-ontarien, lutte, combats éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Rachel Prudhomme qui nous parle de son amour profond pour son héritage autochtone. Soyez-y. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on a reçu plein de monde sur notre plateau, mais j'ai 2 sites web que j'aimerais partager avec vous. Donc, c'est 2 initiatives instaurées par la CEPO pour le développement de la petite enfance. Alors, on a parlé avec eux des communautés d'apprentissage communautaire et pour ce point-là, vous pouvez visiter le cac.cepo.on.ca. On a aussi parlé dans un second blog du cadre éducatif et tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils mettent en œuvre là-bas pour le développement de la petite enfance. Donc, pouvoir avoir des renseignements sur le cadre éducatif, ça sera cadreéducatif.cepo.on.ca. Donc, vous pouvez aussi revoir l'émission. Si vous avez manqué de prendre le site web, vous pouvez revoir l'émission sur le Facebook Live et puis prendre note de tout ce qu'on a dit aujourd'hui par rapport à la petite enfance. Le nouveau numéro du Châtelaine, on en a parlé en début d'émission. Vous pouvez aller le prendre dans vos kiosques à journaux. Vous allez avoir toutes les tendances beauté. Vous allez avoir des idées cocktails pour recevoir vos hôtes pour les fêtes de fin d'année. Et puis, il y a aussi même des idées pour des futurs voyages. Alors, moi, je vous encourage à aller prendre votre Châtelaine. Demain, à l'émission, si vous avez un nouveau-né à la maison, on va avoir des personnes de l'hôpital Montfort qui nous donnera plein de petits conseils post-nataux. Au revoir, on se voit demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose.
regardez TV Rogers, Ottawa.